Et vous serez invité à participer, bien sûr, oralement à la matinale et à poser vos questions. Nous sommes un petit nombre réunis de fidèles et de passionnés de la matinale. Merci à ceux qui sont ici ce matin et peut-être que d'autres vont nous rejoindre un peu plus tard. C'est un rythme soutenu puisque c'est la deuxième matinale du mois de janvier, fait tout à fait extraordinaire puisque normalement c'est une matinale par mois, le deuxième mardi de chaque mois, mais pour des questions d'emploi du temps d'Élodie Constant, nous avons décidé de planifier cette matinale. Je vais accueillir Madame Constant et la présenter à tout le monde et ensuite donner la parole à Éric Séban qui va prendre la suite. Et puis, comme à l'accoutumée, nous aurons un petit moment de questions-réponses à partir de 8h10 maximum. Madame Constant, bonjour. Bonjour. Vous êtes, je vais essayer de résumer votre parcours pour vous présenter aux participants. Vous exercez dans le chant, dans le coaching vocal et dans la direction artistique en matière de doublage. Tout à fait. Vous avez été formé à la comédie au cours Périmonie, où vous êtes aujourd'hui professeur de diction et de technique vocale. Tout à fait. Votre parcours artistique a commencé en Normandie, où vous avez chanté et joué dans de nombreux spectacles, et puis vous êtes arrivé à Paris, où votre carrière artistique s'est poursuivie. Je ne vais pas m'étendre, mais on pourra peut-être y revenir si vous souhaitez au cours de la matinale, si vous avez envie de nous faire des rappels. Parallèlement à votre carrière artistique sur scène, vous êtes formé à la pédagogie de la voix chez Harmonique et vous avez intégré la formation de coach vocal de Richard Cross afin de transmettre votre expérience de la scène et vos connaissances de la voix. Vous avez pour élèves des comédiens, mais aussi des avocats, des journalistes ou des amateurs en quête de bien-être et d'expression artistique. Vous avez eu des clients des clients célèbres, parmi lesquels Juliette Binoche, Yolande Moreau et Camille Cotin, que vous avez coachés sur différents tournages. Vous intervenez également en entreprise avec pour objectif d'améliorer la communication et la confiance en soi et de développer la capacité à convaincre, l'aisance et l'impact de l'auditoire. Tout un programme qui évidemment intéresse les médiateurs, parce que la médiation, c'est un travail de fond, mais c'est aussi un travail sur le plan relationnel et comportemental. Et ces aspects sont certainement aussi essentiels que les aspects de fond. C'est pour cette raison que nous ne négligeons pas ces aspects relationnels et comportementaux, voire psychologiques, qui sont déterminants, notamment pour gagner la confiance des médiés et pour avancer dans le processus de médiation. Et donc, nous avons pour habitude de casser le rythme de matinale technique sur des sujets techniques pour aborder d'autres sujets comme celui que je viens d'évoquer. Je suis heureuse de vous accueillir. Je passe la parole peut-être à Éric Séban qui va faire la transition avec la matinale, puisque c'est grâce, alors je précise et je remercie Éric, notre vice-président, c'est grâce à Éric que nous avons la chance de vous avoir parmi nous ce matin. Et puisque j'ai fini, je ferme mon micro et je passe la parole à Éric. Merci Emmanuel. Avant d'entrer dans le vif du sujet, juste un petit rappel. Le 10 février prochain, il y a une formation au théâtre, médiation et théâtre, animée par Élodie Constant et Jérémy Bardot. Je pense qu'il reste encore quelques places, mais je sais que si il y a des retardataires, on pourra organiser une prochaine session. Les dates vous seront communiquées. Élodie, avant de préparer cette matinale, je me suis plongé dans un petit livre que j'ai depuis quasiment 40 ans. Je vous le montre, le dictionnaire des citations. Il est tout jauni. Et comme je faisais quand j'étais à la fac, au lycée, en philo, et que je n'étais pas très bon, je suis allé chercher dans les items et j'ai pris voix. Et je suis tombé sur une citation d'un auteur dont j'ai oublié le nom du XXe siècle, mais qui disait « La voix est un second visage ».
Donc, je comprends de cette phrase qu'on peut me reconnaître grâce à mon visage, mais on peut me reconnaître et connaître mes qualités ou mes défauts grâce à ma voix. Donc, j'aimerais que vous m'expliquiez, enfin, que vous nous expliquiez qu'est-ce qu'on peut faire avec notre voix, nos médiateurs, et comment on peut faire pour peut-être l'améliorer quand on l'a un peu chevrotante par moments comme moi, quand j'ai le souffle coupé. Je suppose qu'il y a pas mal de techniques et d'éléments qui pourront nous aider à nous améliorer vocalement. Très bien. Alors, je vous remercie pour cette présentation et de me donner la parole ce matin. Je suis très heureuse de pouvoir m'exprimer et puis de pouvoir ensuite répondre à vos questions. Donc, dans un premier temps, moi, je suis passionnée par la voix, effectivement, par ce qu'elle procure en communication, par la sensibilité en fait, qui émane de nos voix, par la compréhension, par l'échange, par la richesse de tout ce qui peut se passer avec nos voix. Et effectivement, dans vos métiers de médiateur, c'est très intéressant de pouvoir aborder les aspects techniques de la voix. Alors, quand on prend la parole, quand on communique, effectivement, il est important de pouvoir avoir confiance en sa voix et d'en faire une alliée. Et pour ça, on peut apprendre à découvrir toutes les possibilités de sa voix. Donc, il y a certaines personnes qui sont très à l'aise avec leur voix dès le départ, qui ne se posent pas vraiment la question, qui n'ont jamais à se la poser. Et puis, d'autres personnes qui, inconsciemment au départ, et puis peut-être de manière consciente ensuite, vont comprendre qu'il y a des petites choses qui les empêchent de s'exprimer comme elles auraient envie de le faire. Alors, je vais développer évidemment différentes choses qui peuvent se produire au niveau de la voix. Donc, travailler sa voix, ça va permettre de gagner en confiance et en charisme et de mieux vivre et partager ses émotions aussi. L'idée étant de le faire en authenticité, en fait, en accord avec sa voix intérieure. Et pour tout ça, tout part de la respiration, puisque c'est le point de départ de la voix. Donc, on va développer ça. Une fois qu'on est plus en confiance avec sa voix, qu'on connaît mieux sa voix, il arrive même qu'on prenne du plaisir à utiliser sa voix, à s'exprimer, parce qu'on est à un endroit de soi qui fonctionne. On connaît un petit peu les curseurs et on sait que notre voix ne nous fera pas défaut dans notre expression. Donc effectivement, la voix est le reflet de ce que vous êtes, le reflet des émotions qui vous traversent. Et donc, elle laisse paraître votre état intérieur et vos émotions. À moins que vous, en tant que médiateur, vous ayez aussi besoin de ne pas forcément montrer vos émotions. Et c'est en discutant avec Eric justement qu'on a abordé cette question, puisque dans mon travail de coach, en général, le but est de pouvoir faire passer ses émotions dans la voix. Et Eric m'a dit qu'en tant que médiateur, c'était parfois le cas inverse qui devait se produire, c'est-à-dire que vous ressentiez des émotions fortes en écoutant les médiés et qu'il fallait que ça glisse sur vous et que vous gardiez un statut professionnel vis-à-vis de ça. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Donc c'est de l'ordre de la maîtrise. Et encore une fois, de la respiration sur laquelle on va revenir. Il n'y a pas de manière parfaite de s'exprimer. Ça n'existe pas. On a tous des voix différentes. On a tous un appareil vocal différent. On a tous un timbre qui nous définit. On a notre carte d'identité vocale qui fait qu'il y a presque autant de voix que d'humains sur la Terre, avec des familles de voix, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que l'enseignement du bien-être dans la voix ne se fait pas avec du PowerPoint ou un tableau Excel. L'instrument, c'est vous. Donc, vous êtes le support principal et la matière sur laquelle vous pouvez travailler.
Donc, dans un premier temps, quand on se penche sur sa voix, qu'on se pose des questions sur sa voix ou qu'on veut commencer un travail sur sa voix, la première chose, c'est de faire un bilan de comment on se sent dans sa voix. Incarner sa prise de parole, c'est porter un regard nouveau sur sa voix et puis apprendre à l'écouter. Donc, à identifier ses points forts. Qu'est-ce que j'arrive à faire correctement? Est-ce que ma voix est bien placée? Est-ce que je m'exprime suffisamment fort ou pas assez? Est-ce que je m'exprime avec largeur? Est-ce que je prends mon temps? Est-ce que je respire suffisamment? Donc, ça peut être pour identifier vos points forts et vos points faibles, évidemment. Et puis, l'idée avec un coaching vocal ou des journées sur la voix, c'est de trouver les points d'évolution dans vos petites lacunes ou faiblesses pour tout à coup que les curseurs s'alignent. Moi, je travaille beaucoup avec cette idée de curseur, puisque vous allez voir que techniquement, c'est une somme de petites choses qui font que tout à coup, la voix est fidèle au rendez-vous, est accrochée et qu'on en fait vraiment une alliée précieuse. Une fois que vos points forts et vos points faibles sont identifiés, on peut donc commencer à agir dessus, améliorer sa prise de parole en ayant cette idée d'acceptation aussi de ce qui est. C'est-à-dire que si j'ai une petite voix comme ça et que j'ai toujours parlé dans l'aigu, ça va être difficile et ça va être impossible en fait de changer de voix. On ne change pas de voix. En revanche, on va pouvoir travailler sur la manière dont on place sa voix dans sa voix aiguë pour être un peu plus confortable et pour qu'elle semble un peu moins aiguë à l'oreille des autres. Je pourrais illustrer un petit peu ce que je vais développer avec quelques exemples si ça vous intéresse. Et vous pourrez me poser également des questions concrètes sur votre propre voix ou sur des gens qui vous entourent. Donc, les difficultés qu'on peut rencontrer dans la prise de parole, je vous demanderais peut-être de prendre quelques secondes pour vous interroger, vous, sur les dernières fois où vous avez pris la parole. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que c'était confortable? Est-ce que c'est un exercice qui vous plaît? Est-ce qu'il y a une petite voix justement dans votre tête qui revient et qui vous dit « Ah, je ne suis pas à l'aise, je ne sais pas pourquoi » ou est-ce que vous avez déjà identifié des choses? Qu'est-ce qui vous empêche parfois d'exprimer vos idées clairement au moment opportun? Alors, il peut y avoir au niveau de la voix donc différents phénomènes. On peut avoir notamment une voix blanche. Alors, ce qu'on appelle une voix blanche, c'est une voix qui manque de timbre et donc ça va être dû au placement de la voix et encore une fois à la respiration. Et ça va être une voix qui est un petit peu derrière comme ça et qui va avoir du mal à résonner. Ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait au bon endroit de notre voix et qu'on ne fait pas agir nos résonateurs correctement au niveau de l'appareil vocal. Donc, ça se travaille. Tout ce que je vous dis là, ça se travaille et ça s'améliore. Est-ce que j'ai une voix trop faible? Est-ce que j'ai du mal à donner du volume dans ma voix? Dans ces cas-là, ça va être un problème de soutien vocal, puisque la voix part de la respiration, mais ensuite, elle est connectée à notre soutien abdominal. Et que quand on a une voix trop faible et qu'on n'arrive pas à donner de la voix, qu'on n'arrive pas à crier, que si on doit appeler au secours, on se dit « est-ce que je vais y arriver ?» c'est que la voix n'est pas connectée au soutien abdominal. Donc, si je me mets à vous parler sans utiliser mes abdos, mon soutien abdominal, je vais avoir une voix qui va être déconnectée du reste de mon corps, qui va être déconnectée de son muscle. Et là, je reviens à ma voix connectée, à ma voix soutenue, qui me permet et de parler bas, et qui va aussi me permettre de pouvoir parler fort et pouvoir crier si j'ai besoin de le faire, pouvoir héler quelqu'un à l'autre bout de la rue. Ensuite, il y a donc, je vous parlais tout à l'heure des voix trop aiguës, trop graves. Donc, ça peut être un timbre de départ, une voix telle qu'elle est faite dans votre corps. Ça peut aussi être un mauvais placement, c'est-à-dire que tout à coup, on va placer la voix un petit peu en dessous de son médium, le médium étant l'endroit de confort de votre voix.
Et donc, on va parler un petit peu en dessous et on va être bloqué au niveau de son expression et au niveau de ses émotions, puisque le médium nous permet d'aller dans toutes les notes qui vont composer la mélodie de notre voix et qui vont permettre l'accès aux émotions et qui vont permettre la meilleure respiration possible. Si on se bloque en dessous ici, on ne respire pas très bien et puis c'est vachement difficile de sortir de ça et tout à coup de pouvoir retrouver de l'aisance et de la variation en fait dans nos voix. De même que si on se met là-haut, c'est difficile tout à coup de raccrocher la voix plus bas. Et ça, c'est pareil, ce sont des choses, comme voilà, des curseurs sur lesquels on peut agir une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, pour ne pas se dire: «Oh là là, je suis mal partie» et toute ma prise de parole va découler de ce faux départ, de cette mauvaise, ce mauvais placement de voix. Voilà, donc il est tout à fait possible d'agir sur ça. Ensuite, la voix, la communication est composée de voix et elle est composée de silence. Et je vais vous parler des silences qui sont très importants puisqu'ils permettent à votre voix d'être à son meilleur potentiel, puisque les silences vont vous permettre d'organiser vos pensées, ils vont vous permettre de respirer correctement et qu'ils vont permettre à vos interlocuteurs de comprendre, d'assimiler et d'avoir des émotions sur ce que vous leur communiquez. Parfois, on a l'impression que si on prend trop de temps, si on respire trop souvent, l'interlocuteur va s'ennuyer et va décrocher. Donc, on a tendance à parler vite et à enchaîner les idées. Et vous allez voir que si moi, je vous parle comme ça pendant 5 minutes, au bout de 1 minute 30, vous allez lâcher votre attention parce que vous n'arriverez pas à me suivre et parce que votre cerveau aura compris que vous allez avoir une somme d'informations qui va arriver et que vous n'êtes pas invité à les assimiler. C'est-à-dire que moi, je suis sur mon fil et la plupart du temps, c'est soit parce qu'on a peur d'embêter la personne à qui ou les personnes à qui on parle, donc on va aller très vite, comme ça on leur prend le moins de temps possible, ce qui est très contre-productif au message en lui-même qu'on veut faire passer. Ou alors, ça peut être, et ça c'est souvent pour les avocats que j'ai pu faire travailler, et c'est souvent le cas, ça peut être parce que ça va très vite dans votre tête et qu'il faut absolument que vous transmettiez les informations que vous avez à transmettre. Sauf que généralement, en face, ça ne va pas aussi vite. Et il faut vraiment s'appliquer, être conscient que ça peut demander un effort pour soi de respirer, de prendre le temps et d'inviter l'autre dans la communication en respirant le plus souvent possible, en instaurant des silences. Et je pense que, je ne connais pas très bien votre profession de médiateur, mais je pense que les silences, évidemment, sont très porteurs pour faire avancer les choses. Donc voilà, il y a il y a un grand confort à gagner aussi en étant confiant dans ces silences, puisqu'ils vont vous permettre de respirer pleinement et encore une fois, de bien organiser votre pensée et vos idées, de trouver les mots justes jusqu'à la prochaine respiration qui vous permet à nouveau de vous demander si vous êtes dans le bon chemin et de continuer le fil de vos idées et de vos pensées. Ensuite, par rapport aux choses techniques de la voix, vient la question de la diction, de l'articulation. Alors, est-ce que donc la diction, elle est composée de plusieurs curseurs? Est-ce que vous parlez suffisamment fort ou pas assez? Donc, est-ce que votre niveau sonore est adapté à votre auditoire? Vous n'utiliserez pas votre voix de la même manière si vous êtes dans un bureau de 15 mètres carrés et que vous avez une personne qui est à 1,50 m ou 2 mètres de vous, ou si vous êtes dans un tribunal avec la taille, la résonance d'une grande salle, ou encore si vous êtes en extérieur. La voix, votre manière d'utiliser votre voix va devoir s'adapter au contexte extérieur.
Elle va devoir s'adapter au nombre de personnes auxquelles vous vous adressez aussi, puisque vous voyez bien que si vous prenez un café avec une personne, vous ne parlerez pas de la même manière que s'il y en a 3 autour de la table. Vous parlerez de manière un peu plus large. Alors la largeur, c'est étirer un peu ses voyelles, c'est prendre plus de temps dans étirer les mots, en fait. C'est-à-dire que je peux parler très serré comme ça avec des toutes petites voyelles, ça c'est pas large du tout. Et la largeur, c'est ce qu'on apprend au théâtre notamment pour que le public qui est tout là-haut dans les derniers rangs puisse saisir parfaitement tout ce qui est dit, toutes les paroles. Et si les comédiens ne le font pas, ça ne se passe pas. Donc, c'est très important pour les comédiens notamment d'avoir cette conscience-là. Mais quand on travaille sa voix, on apprend aussi à travailler dans cette largeur qui va avec les silences, qui va avec la respiration et, encore une fois, qui procure beaucoup de confort. Ensuite, dans la diction, on a une question de débit. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Le débit, c'est la vitesse avec laquelle vous allez enchaîner vos mots, vos phrases, vos idées. Est-ce que votre débit est adapté? Est-ce que vous avez tendance à parler trop vite? Est-ce que vous avez tendance à beaucoup hésiter, à parler trop lentement? Et dans ces cas-là, comment ça se fait que les mots ne se mêlent pas les uns aux autres fidèlement pour traduire votre message, votre pensée? Les moyens d'agir sur tout ça, ça va être à la base la respiration. Donc, on a plusieurs manières de respirer. Et la respiration qui nous intéresse est une respiration profonde, une respiration qui va faire descendre de l'air jusque dans le bas du ventre et qui est à l'inverse de la respiration thoracique, qui est cette respiration haute, qui, vous voyez, quand je l'utilise, met ma voix dans une autre position et au bout de quelque temps, dans de l'inconfort. Souvent, c'est parce qu'on respire de manière thoracique, qu'on bloque la respiration à ce niveau-là, que on va avoir du mal à enchaîner les idées et puis qu'on va transpirer, on va rougir, on va avoir le cœur qui s'accélère. Tout ça, c'est dû au fait qu'il faut réapprendre à respirer comme un enfant qui sort du ventre de sa maman, c'est-à-dire respirer à plein poumon, en détente, avec le ventre détendu, en prenant l'air, voilà, qui va détendre le ventre, pour ensuite être conscient du geste vocal qui fait l'effet inverse, c'est-à-dire je soutiens et je pousse mon air de manière régulière pour que l'air me permette de porter ma voix. Donc ça se fait très naturellement pour plein de gens, sauf que parfois, quand on est dans un exercice qui n'est pas courant, c'est-à-dire que parler devant 25 personnes, c'est pas courant, monter sur scène et devoir s'exprimer, et c'est pas courant, avoir l'attention sur soi et délivrer des messages qui vont décider, qui ont des enjeux très très forts dans la vie d'autres personnes, ça n'est pas courant, et donc ça nous met dans d'autres respirations, dans d'autres conditions. Et souvent, on a du mal, du coup, à faire descendre cet air et à être en détente respiratoire. La détente respiratoire, c'est donc la base du confort de votre voix. Ça veut dire que dans l'air que vous prenez, dans l'inspiration, si vous êtes en détente et que vous arrivez à prendre une belle quantité d'air, vous puiserez dans cette détente l'énergie vocale. Si je ne prends pas assez d'air, si là je me mets en respiration thoracique, je n'ai pas suffisamment d'énergie pour pouvoir utiliser ma voix correctement pour mon geste vocal. Le geste vocal qui suit va être limité. Si je me remets dans une respiration naturelle, puisque c'est une respiration naturelle, mon geste vocal va pouvoir être beaucoup plus large et beaucoup plus, comment dire, authentique et, et mieux capté en fait par les gens qui vous écoutent.
Donc, je ne sais pas si vous vous reconnaissez certains dans les profils que j'ai pu donner de petites difficultés qu'on peut rencontrer dans son expression vocale. Il y a enfin pour la diction une idée d'articulation qui va être l'articulation, peut-être qu'on vous a déjà dit, mais articule, on ne comprend pas quand tu parles. Oui, d'accord, mais si je savais comment articuler, je le ferais directement. Articule, comment on fait pour articuler? Et le travail d'articulation qu'on peut envisager pour soi ou pour ses proches ou pour son enfant qui n'articule pas, et on a beau lui dire articule, on ne sait pas non plus comment lui expliquer l'articulation, c'est que la parole est composée de consonnes et de voyelles. Les voyelles, c'est la voix, et les consonnes, c'est qui sonne avec, consonne. Donc, si on a de la voix et qu'on a un peu de consonnes, eh ben, ça donne quelque chose de très mou. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas bien nos résonateurs et la tonicité de nos résonateurs. Et il manque de consonnes pour porter la voix. J'utilise souvent, moi, l'image d'un trampoline pour la voix, c'est-à-dire que la consonne sera le point d'impact qui vous permettra de faire le saut sur le trampoline. Et dans la parole, c'est exactement ça, c'est-à-dire que la consonne est le point d'impact et le porteur de la voix. Si vous manquez de consonne, ça va déséquilibrer en fait la parole. Alors, pour s'exercer à articuler et avoir plus de consonnes, on va dans un premier temps taper un petit peu plus sur les consonnes. C'est-à-dire qu'on peut s'entraîner à se désengager vis-à-vis des consonnes et petit à petit, dans la diction, à insister de plus en plus sur les consonnes jusqu'à, si je mets le curseur beaucoup plus loin, vous allez voir qu'on va avoir l'impression que je suis en colère parce que mes consonnes sont très prononcées. Donc, les consonnes, c'est aussi l'autorité. D'accord? Et évidemment, selon votre personnalité, selon votre sensibilité, si vous avez un petit travail à faire là-dessus, et on va toujours veiller à ce qu'on soit dans le juste équilibre qui vous permet, vous, d'être vous-même, en fait, et que votre message soit reçu pour ce qu'il est, pour ce que vous voulez mettre dedans. Donc, on a ces consonnes, et derrière, on a ces voyelles. Je vous expliquais tout à l'heure l'idée de largeur des voyelles. Donc, ça peut être des toutes petites voyelles comme ça, avec des consonnes très toniques, et puis ça peut être des voyelles un peu plus étirées. Et donc, c'est l'équilibre entre ces consonnes bien toniques et ces voyelles qui peuvent être de temps en temps larges, de temps en temps un peu plus petites, qui vont faire que votre articulation va être très agréable, et pour vous et pour les gens qui vous écoutent. Ensuite, quand on travaille son instrument vocal, on va évidemment travailler sur la voix, mais on va travailler sur le corps. C'est-à-dire que je vous expliquais tout à l'heure que tout part de la respiration. Dans nos rythmes de vie, dans nos métiers, dans notre mode occidental, parfois, l'image que j'ai pu avoir moi, c'était que je me levais le matin, que je mettais ma tête sur mon corps et je me mettais en action et c'est parti. Et tout était très cérébral. C'est-à-dire que je ne tenais pas compte de mon corps dans tout ce que j'engageais pour vivre ma journée professionnelle. Or, il faut être très conscient que nous avons des métiers de voix et que sans le corps, la voix se fatigue si on n'est pas connecté à notre soutien abdominal, à notre respiration profonde. La voix se fatigue, les cordes vocales fatiguent, donc vous pouvez ressentir une gêne au bout d'un moment dans la journée ou le soir être fatigué vocalement parce que on ne sera que dans le geste vocal et ça peut notamment arriver aussi parce qu'on s'exprime beaucoup assis. Évidemment, il est beaucoup plus facile de bien utiliser sa voix quand on est debout
puisqu'on ne coupe pas notre colonne d'air quand on s'exprime, et que détendre le ventre quand on prend une respiration profonde, et c'est beaucoup plus facile de le faire debout qu'assis. Donc ça, c'est quelque chose qui se ressent beaucoup dans plein de métiers différents, et qui a pu aussi se faire ressentir au moment du Covid, où on a commencé à faire nos Zooms, nos visioconférences, à intervenir devant un écran d'ordinateur, et où là, moi, j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues faire un travail, parce que c'est compliqué, c'est encore un autre exercice, encore une autre manière de s'exprimer et d'utiliser sa voix et son corps, que d'être derrière un écran d'ordinateur qui représente un filtre entre vous et là où les personnes à qui vous voulez exprimer des idées. J'en suis l'exemple parfait, parce que moi, j'ai continué à donner des cours de chant par Zoom pendant le Covid, même si c'était très bizarre et assez inconfortable. C'était pour certains de mes élèves le seul lien extérieur qu'ils avaient, l'activité en fait qui les faisait un peu vibrer. Donc, on a continué ça, et moi, je me suis retrouvée devant mon ordinateur et privée d'énormément de signaux physiques de mes élèves, de la manière dont ils respiraient, de leur tension corporelle, etc. Donc ça, c'était compliqué pour moi, puisque ça me privait d'informations. Mais je me suis retrouvée aussi à parler très fort et à me fatiguer énormément, parce que je ne gérais pas bien l'énergie que ça me demandait. J'avais tellement envie que ce que je transmettais passe, et que l'élève comprenne et qu'il passe un bon moment, que j'étais en surénergie, et que je terminais 1 heure de cours, c'était comme si j'en avais donné 4 et j'étais épuisée. Et je sais que je ne suis pas la seule, puisque j'en ai parlé à pas mal de gens par la suite, qui ont exercé aussi et qui continuent à exercer leur profession par des visioconférences, des Zooms, etc. Et qui rencontrent soit la même, soit d'autres difficultés avec cet exercice. Voilà. Alors, pour terminer donc, heu, j'espère que déjà ça vous éclaire un petit peu et ça répond à quelques-unes de vos questions. Hem, L'enjeu d'un coaching vocal, d'un travail vocal, c'est le bien-être pour vous, et c'est aussi le plaisir et la satisfaction de convaincre et d'être en accord avec ce qu'on a envie de transmettre, de ces idées, et de permettre une plus grande clarté dans son discours, en fait. Évidemment, dans le coaching vocal, donc, il y a la voix, il y a le corps, et il y a le non-verbal qui s'exprime, sur lequel on s'attarde aussi, sur les regards, sur votre posture, sur si vous avez des temps de silence, heu, il faut faire attention à la manière dont vous posez votre regard sur ces moments de silence, ou à la manière dont on se tient dans ces moments de silence. Est-ce qu'on est détaché? Est-ce qu'on est impliqué? Est-ce qu'on on essaye de trouver justement quelque chose d'assez neutre? Tout ça, c'est un travail qui peut se faire en coaching vocal aussi, donc de conscience corporelle et vocale, pour qu'ensuite on soit beaucoup plus libre et qu'on n'ait plus à y penser justement, et que ce soit acquis. Voilà, j'ai beaucoup parlé, j'espère que j'ai pas trop parlé. Je suis ouverte à vos questions si vous en avez. Élodie,